Et bonjour à tous du coup. Donc, comme il l'a dit, moi, en gros, je vais essayer de vous parler un peu de décompression et de protocole, en essayant de revoir un peu et de passer sur certaines idées reçues qu'on peut tout savoir du fait de notre formation et de ce qu'on a pu lire ces dernières années. Parce que finalement, il y a des choses qui évoluent en plongée, sur la recherche en plongée, et la transition ne se fait pas toujours très bien. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous informer un petit peu sur ce qui peut sortir dans les laboratoires et qui met parfois un peu de temps à arriver au niveau de l'utilisateur. Donc je vais vous parler un peu de fiabilité des protocoles. On va voir que finalement, contrairement à ce qu'on pense, les protocoles qu'on utilise ne sont pas si fiables que ça. Je vais après faire un petit point sur les mécanismes de l'accident, sur on va dire, les différents types de plongée et le risque d'accident, en parlant des facteurs de risque. Et puis après, essayer de faire une petite revue de l'état de l'art, on va dire, sur les mécanismes purs physiologiques de l'accident, parce qu'on a toujours cette vision assez mécanistique de la bulle qui se coince dans le tuyau, et on va essayer de voir que finalement les choses sont un peu plus compliquées que ça. Donc je vais essayer de ne pas vous perdre. Je vais essayer de rester quand même à peu près simple. Mais si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas, parce qu'il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est une présentation, mais si vous ne comprenez pas, arrêtez-moi tout de suite et puis j'essaierai de reprendre les choses de façon un peu plus claire. Et après, donc, je finirai sur les perspectives, on va dire, comment est-ce qu'on peut faire à partir des travaux qu'on est en train de mener actuellement pour essayer de progresser sur la prévention et sur les protocoles qu'on va utiliser, en parlant notamment de l'importance que peut avoir la mise en place d'une base de données, parce que je ne sais pas si vous êtes à peu près au courant, mais je pense qu'il y a déjà, est-ce qu'il y a des plongeurs tech dans l'Assemblée? Je sais que oui. Ne soyez pas timide. Levez la main. Christophe. Ok. Donc on est sur des types de plongées qui peuvent, on va dire, être plus ou moins à risque. Donc on va voir quels sont les risques. Et c'est surtout des plongées où on n'a pas de données. Donc c'est des protocoles qui sont assez expérimentaux à chaque fois. Et on va voir dans quelle mesure on peut s'appuyer sur des choses un peu plus fiables que d'autres pour ces plongées-là aussi. Et après, on fera un petit point vraiment sur les perspectives, sur la partie, on va dire, approche personnalisée de la décompression, parce que finalement, les protocoles qu'on utilise, ils ne sont pas si fiables que ça, mais pour une population donnée, ils marchent assez bien et on va voir quelles pourraient être les évolutions de ces protocoles-là. Alors, pour commencer, je vais me présenter un peu plus longuement. Donc, moi, ces dernières années, j'étais vraiment que sur la plongée. J'étais moniteur de plongée à plein temps. J'avais interrompu mes études et en fait, je me suis concentré sur la plongée tech. Donc principalement sur le trimix et le recycleur. Et en parallèle de ça, j'ai été amené à réfléchir, à travailler sur des protocoles de plongée profonde avec la COMEX, donc avec Bernard Gardette, qui était à l'époque directeur scientifique de la COMEX. Et à partir de ça, j'étais plus ou moins en contact avec des laboratoires qui travaillaient sur l'accident de décompression, sur les mécanismes de l'accident de décompression. Ce qui m'a amené à rencontrer François Guéraud, qui est mon directeur de thèse à l'heure actuelle, qui avait monté un projet européen, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui était le projet FIPOD, qui s'est fini il y a 2 ans à peu près. Certains ont peut-être aperçu la synthèse de ce projet qui a été publié par Dan, mais que vous avez vu tourner. Alors malheureusement, elle est disponible qu'en anglais. Alors je sais que pour certaines personnes, ça peut être un frein, mais on essaiera de parler un peu de tout ça. Et donc, ce que je vais vous dire un peu aujourd'hui aussi, c'est que finalement, les travaux là-dessus, ce pas des travaux, contrairement à ce que vous pensez, c'est des travaux qui sont assez pluridisciplinaires. Moi, je fais plutôt de la biologie moléculaire au départ, mais je travaille beaucoup avec des physiologistes, mais aussi avec des biologistes moléculaires, des généticiens, des bioinformaticiens, etc. Et le problème qu'on a, si parfois les choses sont un peu compliquées et longues à mettre en place, c'est parce qu'on a besoin d'avoir des compétences assez diverses et de mettre tout ça en commun et d'arriver à avancer à plusieurs. Et parfois, c'est compliqué pour arriver à s'entendre au niveau des agendas, des discussions et de la mise en place. Mais globalement, ce sont des projets qui sont menés en France et à l'étranger. Et principalement, donc moi, je suis principalement sur Brest, à l'Université de Bretagne occidentale, où se passe la majorité de mes travaux et où se trouve mon directeur de recherche et mon co-directeur de recherche. Alors, pour commencer, ça je suppose que vous le savez, l'accident de décompression, même s'il n'est pas si fréquent que ça, on considère à peu près 0,2 à 0,5% de fréquence d'accident sur les plongées.
en moyenne en France, sur les statistiques qui sont, c'est à peu près un accident pour 3000 plongées, donc c'est pas négligeable non plus. Dans l'eau, je suis sûr qu'il y en a déjà qui ont dépassé les 3000 plongées. Il y en a peut-être qui ont déjà fait un accident de décompression, c'est pas souvent grave, mais en tout cas, voilà, on peut déboucher sur des symptômes qui peuvent être assez gênants, voire invalidants. Toujours est-il que les symptômes sont assez variables. Certains sont bénins. On se considère presque que les accidents ostéomyo-articulaires ne sont pas des accidents si dangereux que ça. C'est assez douloureux pour ceux qui en ont déjà eu. Moi, c'est pas le cas, mais apparemment, c'est assez douloureux. Mais c'est pas particulièrement validant. Par contre, les accidents qui vont nous intéresser plus particulièrement, ça va être les accidents de type neurologique qui peuvent déboucher donc sur des paraplégies, tétraplégies, etc. On ne va pas revenir sur les symptômes détaillés de l'accident, c'est pas le but aujourd'hui. Mais voilà, c'est des symptômes qui sont assez variés et parfois qui peuvent conduire à des séquelles définitives. Donc c'est un problème aussi pour les plongeurs et pour les médecins. Au niveau du risque d'accident de décompression, finalement, on a longtemps pensé que le risque d'accident, c'était surtout lié à la profondeur. On va dire, plus les plongées sont profondes, plus elles sont dangereuses, etc. Mais finalement, c'est pas que ça. La profondeur, c'est un paramètre, mais on s'est rendu compte, au fil des travaux et des recherches, que le mélange respiré avait une incidence sur le risque d'accident, que le temps de plongée et le temps fond, surtout, avait une incidence aussi. Et on a été amené à réfléchir à tout ça, et on a même défini des facteurs de risque. Donc vous avez tous entendu parler de certains de ces facteurs de risque. Par exemple, l'âge. On sait que plus on est âgé, et plus le risque d'accident, théoriquement, est important. Ça n'empêche pas certains plongeurs de continuer à faire des plongées assez profondes et assez engagées à 60 ans passés. C'est pas un problème, mais peut-être qu'ils sont mieux disposés que d'autres pour ce genre de plongée. La difficulté, en tout cas, sur ces plongées, c'est comment peut-on évaluer un risque d'accident quand on n'a pas forcément de données et quand les fédérations et les organismes professionnels, finalement, ne tiennent pas de statistiques, ou en tout cas ne les tiennent pas à disposition. Donc le problème qu'on a, c'est que finalement, il n'y a pas de recoupement des accidents. Les caissons tiennent des statistiques en interne, le SAMU éventuellement sur les différents centres régionaux, mais il n'y a pas de statistiques nationales. Donc ça, c'est un premier problème. Donc là, les services hospitaliers ont commencé à essayer d'agréger un peu leurs données. Certains, le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de temps. Les médecins, en général, sont assez occupés. Et il faudrait qu'ils arrivent, en plus de leur boulot, à trouver le temps d'aller chercher à droite, à gauche les statistiques des autres caissons. Alors ça commence à se faire au niveau de Medsublip, il y en a qui prennent le temps d'essayer de regrouper tout ça. Mais concrètement, au niveau des fédérations, il n'y a pas vraiment de données qui circulent. En tout cas, dans Subaqua, on ne voit pas les statistiques d'accidents de l'année au niveau national, etc. Pourtant, les accidents, normalement, il y a des déclarations qui sont faites au niveau de la jeunesse et sport, etc. Mais le problème, pour les travaux, c'est que ça ne suit pas forcément derrière. Donc, à partir de là, comment on peut commencer à travailler Dan, qui est à la base, Dan, c'est un regroupement de physiologistes au départ, qui a monté une assurance. Pourquoi une assurance? Parce que l'assurance, quand on a un accident, à qui on s'adresse à la fin? À son assureur, pour se faire rembourser les frais médicaux, la prise en charge, etc. Donc Dan, dans ce cadre-là, fait pas mal de travaux et a monté une grosse base de données qu'ils ont appelée la base Dan DSL. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. Voilà, c'est une base où vous pouvez en ligne déposer vos profils. On pouvait participer à des études à la fin de la plongée. En plus du profil, ils faisaient des mesures de bulles ou des mesures de déshydratation, etc. Enfin bref, ils ont quand même, ces dernières années, mis une grosse machine en place pour arriver à avoir des données sur les plongées. Ils ont regroupé à peu près plus de 10 000 plongées. Je crois qu'ils en étaient à 30 000 même il n'y a pas si longtemps que ça. Et en tout cas 10 000 avec pas mal de données complémentaires. Donc 95% de ces plongées sont des plongées loisirs. Et sur ces plongées-là, ils ont observé un certain nombre d'accidents. Et ce qui est ressorti de leurs statistiques, c'est que les protocoles de décompression, déjà, sont finalement loin d'être parfaits parce qu'on a quand même une incidence assez importante, 0,2 à 0,5% d'accidents. Et ensuite, contrairement à ce qu'on pense, alors il y a la grande guéguerre des fabricants pour savoir si mon ordinateur est plus fiable que tel autre. Bon, au final, statistiquement, peu importe le modèle, que ce soit un modèle compartimental type Bullman, etc., ou un modèle de la génération de bulles comme le RGBM. Bon, en fait, il y a beaucoup d'empirisme finalement dans les modèles comme le RGBM maintenant. Donc c'est assez proche des autres. Et en tout cas, en termes de statistiques d'accidents, il n'y a pas de différence significative entre les deux. Voilà, donc ça c'était un premier paramètre intéressant et ça a été fait
Donc là, vous ne voyez pas bien, mais il y a plus de 10 000 plongées avec 165 cas d'accidents référencés sur cette base de données-là. Qu'est-ce qui est ressorti de tout ça? Alors c'est là qu'on va commencer à discuter un peu et que ça va devenir intéressant. C'est que contrairement à ce qu'on pense, on pense toujours que les plongées avec du palier, les plongées un peu saturantes, sont les plus dangereuses. Et là, si vous regardez bien, sur la base de données du DAN, 80% des ADD se produisent après des plongées qui sont considérées comme non dangereuses. Pourquoi non dangereuses? Parce que dans la courbe de sécurité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la M-value, ça correspond à peu près à la courbe de sécurité. Donc en fait, 80% des plongées, les plongeurs sont à moins de 80 à 90% de la M-value. Si on regarde bien ces graphiques, il y a là la boîte aux moustaches, ici on a les 80, ici les 90%. Voilà. Donc la majorité des accidents, les plongeurs, sont à la courbe de sécurité, n'avaient même pas de palier. Sans parler de remontée rapide ou choses comme ça. Simplement, une plongée sans palier, donc une plongée qui est considérée comme non dangereuse. Paradoxalement, on pourrait penser que les plongeurs tech sont ceux qui font le plus d'accidents. Eh bien, paradoxalement, ce n'est pas forcément ceux qui font le plus d'accidents graves. Quand ils font un accident, s'il y a un problème pendant la plongée, effectivement, en général, enfin parfois, il arrive qu'ils n'arrivent même pas jusqu'au caisson. Mais globalement, alors là, il n'y a pas de grosses statistiques là-dessus. Donc on va prendre ça avec des pincettes, mais paradoxalement, les plongeurs tech sont en général plutôt sujets à des accidents cutanés ou ostéo-myoarticulaires, et pas forcément des accidents neurologiques. Ça arrive quand même. Mais... Donc, ce qu'il en ressort, c'est que finalement, l'accident de décompression qu'on pense tous très bien connaître et tous bien maîtriser en respectant les paliers, on est persuadé que tout va bien se passer. Eh bien, pas forcément. Et le pire, c'est que les modèles de décompression intègrent bien finalement la saturation en gaz. Et ils sont imparfaits à ce niveau-là parce que eh ben, même si on maîtrise bien au niveau de la saturation en gaz, on maîtrise le protocole de désaturation théorique, finalement, ça semble être un peu plus complexe que ça. Donc derrière, il y a eu des travaux et des chercheurs ont travaillé pendant pas mal de temps pour essayer de comprendre un peu plus. Pourquoi? Parce que eh ben, l'accident, quand il survient, en fait, majoritairement, 42 à 45% des ADD sont des accidents médulaires. Donc ce n'est pas les accidents, on va dire, les plus drôles. Quand on finit avec une paralysie, c'est assez handicapant, c'est gênant, même si on récupère pas mal. Finalement, après traitement, alors ça, ce sont les statistiques du caisson de Toulon. Il y a des divergences en fonction des centres hyperbares, mais globalement, c'est dans ces eaux-là. Non, ça c'est d'ailleurs la publication en question, vous la retrouverez dans la bibliographie à la fin. Mais globalement, un mois après la fin du traitement, 67%, donc quasiment 70% des plongeurs traités, des accidentés médulaires n'ont plus de séquelles. Et seulement 13% vont garder des séquelles définitives, parfois lourdes, mais définitives. Donc, c'est pas parfait, mais surtout, faut pas penser que tout va forcément bien se passer. Et le point critique, c'est que finalement, ce qui semble aussi important, c'est que le délai de prise en charge est primordial. En tout cas, on s'est rendu compte que plus tôt c'était pris en charge et moins il y avait de séquelles derrière. Donc, s'il y a une chose à retenir de tout ça, je sais que les médecins hyperbares en général essayent de bien faire passer le message, mais c'est que quand on a un doute, eh ben, l'accident de décompression, ce n'est pas forcément une faute. Quand un plongeur fait un accident, il n'a pas forcément mal fait quelque chose ou pas suivi son protocole. Contrairement à ce qu'on peut penser, on a toujours cette idée que quand on fait un accident, voilà, en général, on ne le dit pas. On essaye de rester discret et puis on boit un coup, limite on va se mettre sous oxygène dans un coin du club en espérant que ça passe. Mais c'est peut-être pas la meilleure façon de faire parce que il y a pas de, faut pas penser que parce qu'on a des symptômes d'accident, forcément on a fait une bêtise, quoi. Et derrière, il faut quand même garder à l'esprit que l'accident, si on ne prend pas vite en charge, ça peut déboucher sur des séquelles qui vont pouvoir être assez gênantes. Alors, au niveau du risque un peu maintenant, on a dit que la profondeur n'était pas forcément le seul critère à prendre en compte pour essayer d'évaluer le risque d'accident. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? En fait, il y a une notion d'engagement qui était définie par la COMEX à l'époque et qui a été reprise après dans des publis. Vous avez dû voir ça dans d'autres publis. Je ne sais pas si c'est vraiment la COMEX, mais en tout cas, la première fois que j'ai vu, c'était la COMEX qui en parlait. Vous avez dû voir ça dans les publis anglo-saxonnes. Ils appelaient ça l'exposing factor. Et dans la formule, l'accident, enfin l'engagement, qui traduit un risque d'accident, est fonction de la profondeur et du temps fond. Donc la formule exacte, c'est la profondeur en mètres multiplié par la racine carrée du temps fond. Et à partir de là, ils ont défini différents types de plongées en fonction du risque d'accident théorique. Donc la plongée loisir, qui est la plongée qu'on pratique tous plus ou moins. Après la plongée sportive,
Si on doit faire la limite entre les deux, c'est que la plongée loisir, finalement, on a très peu de paliers. La plongée sportive, on commence à avoir un petit peu de paliers, pas forcément énormément, mais un petit peu. Et plus on s'engage, donc plus l'engagement est important. Ici, vous voyez que l'engagement en plongée sportive, bon, c'est un chiffre comme ça, mais la limite, c'est 350. En plongée tech, c'est un peu plus. Et après, on arrive sur les plongées à saturation, donc qui sont les plongées des scaphandriers en caisson que vous avez dû voir à la télé, où ils sont enfermés dans une boîte pendant des mois. En fait, quand on arrive à un protocole de saturation, c'est parce que le risque d'accident est tellement important que c'est la seule façon qu'on a de gérer la décompression sans avoir un risque d'accident qui soit très important. Mais plus on reste longtemps et plus on va profond, et plus le risque d'accident est important. D'accord? Donc à partir de là, voilà, quand vous faites une plongée, il faut quelque part avoir à l'esprit quel est le risque de cette plongée. Quand on reste pendant 1 heure à 60 mètres, forcément le risque d'accident n'est pas le même que si on était resté que 15 minutes. Donc c'est un paramètre aussi qu'il faut intégrer dans la planification, dans la décompression. Oui, alors après, c'était fait à partir des bases de données COMEX, et ils ont récupéré d'autres bases de données, il me semble, pour faire ça, mais quand ils avaient publié ça, alors c'est pareil, la formule a été revue depuis. Le docteur Gardet m'avait fait modifier un peu au départ. Ça, c'est les dernières formules avec les derniers résultats. Au départ, il y avait une publication qu'on avait mise sur Internet, et puis qui a été reprise par Pascal Bernabé dans son dernier livre. Mais là, on a revu les formules avec d'autres bases de données qui ont enrichi un peu tout ça, et finalement, le risque est moins important. Mais globalement, voilà, si vous regardez bien la plongée loisir, on a peu de paliers, une DTR qui n'est pas très importante, 10 minutes max à l'air, et plus on s'engage, plus il y a de paliers, et surtout, plus le risque devient important. Donc en plongée tech, on en arrive à un point où déjà, de toute façon, c'est des plongées qui peuvent être profondes, mais c'est des plongées qui, de toute façon, sont à risque. Donc même si on ne descend pas très profond, vous voyez que le risque, il est quand même de 0,5% quasiment à 400 d'engagement et presque 1% quand on arrive au max de l'engagement de la plongée tech. Ouais. Ça ne tient pas compte du gaz respiré Alors, des gaz de déco. Si on va y venir, là, sur la plongée loisir, on considère que de l'air. Après, les décos sont des décos optimisés avec des mélanges suroxygénés. Et de toute façon, en fait, le risque est moins important avec de l'hélium qu'avec de l'azote. Donc ça, c'est statistique, c'est juste une base de données. En fait, sur une base à air là, il y a les deux. Ici, c'est une base sur un mélange azoté. Donc le 1,10-3 qu'on voit ici, c'est en fait, il y a 2,3 fois moins de risque avec de l'hélium qu'avec de l'azote sur un même profil. Donc à un moment donné, on supprime carrément l'azote parce que c'est un gaz qui a des propriétés physico-chimiques qui sont complètement différentes de l'hélium. C'est vrai que l'azote, on sature beaucoup plus avec de l'azote parce qu'il est beaucoup plus soluble dans les tissus. C'est un gaz qui est plus lourd. Donc c'est vrai qu'avec l'azote, on peut se permettre certaines choses qui sont complètement interdites à l'hélium, les remontées rapides et l'interruption de palier. Aussi bien on peut les faire à l'air, en plongée trimix, quand on a un mélange riche en hélium. C'est c'est proscrit. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a des accidents avec des cas de recompression. À l'hélium, c'est absolument interdit de recomprimer quelqu'un. À l'azote, on peut le faire. Mais si on fait ça à l'hélium, on sait qu'on va déclencher un accident. Enfin, il y a une grande chance. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un accident sous l'eau, quoi. Et quelque part, quand on a un problème comme ça, le plus sûr, c'est d'évacuer. Et puis, voilà, on va arriver au caisson, peut-être avec des symptômes importants, mais au caisson, quand on est pris en charge rapidement, qu'on est tout de suite sous oxygène et qu'on est pris en charge au caisson, la plupart du temps, on récupère quand même, on peut récupérer plutôt bien, voire complètement. Donc après, voilà, quand il y a eu un problème, c'est un choix à faire. C'est pas un choix facile. Je me garderai bien de vous conseiller quoi que ce soit parce que c'est un peu, chacun fait au mieux, je pense, dans ces cas-là, mais c'est des choses dont il faut être conscient, quoi. Quand on part sur une plongée avec un engagement qui est important, il faut savoir tout ça. Il ne faut pas partir à l'aventure et derrière aller au carton sans savoir pourquoi. Alors, donc ce qu'on disait, plus la plongée est engagée, plus le risque d'ADD est important. Et l'hélium est beaucoup moins accidentogène que l'azote. Ce que je disais, c'est qu'une plongée de 35 minutes à 50 mètres, ça vous paraît très aberrant, mais c'est aussi dangereux, finalement, avec des mélanges équivalents, adaptés, qu'une plongée de 10 minutes à 90 mètres. Pour vous, ça paraît peut-être un peu bizarre, mais finalement, c'est ce qui ressort de ces statistiques-là.
Et ça, c'est un paramètre qu'on ne prend pas forcément en compte. Surtout les plongeurs recycleurs, en fait, parce qu'en recycleur, même quand on ne plonge pas profond, on se prend un peu pour Dieu par moments. On a une autonomie qui est très importante, donc on reste. Et derrière, parfois, il y a des plongeurs qui n'ont pas prévu que s'ils passent en bailout, ils n'ont pas de gaz pour sortir, mais ils n'ont pas prévu non plus que finalement, le risque de leur plongée, il est un peu plus important que ce qu'ils pensaient. Donc ça, c'est une problématique. Donc à partir de là, quand on va prévoir une plongée, il faut se poser la question et savoir quel mélange on va utiliser, aussi bien au fond qu'en décompression. D'accord ? Après, il y a un autre problème, c'est que on parlait d'autonomie, mais au niveau du risque, il y a plein d'autres facteurs. Donc, quand on utilise un circuit ouvert, on respire du gaz qui est détendu, qui est sec. Donc, détendu, il est très froid, il est très sec. On va perdre énormément d'eau, du coup, par convection et de chaleur aussi. Donc, le problème, c'est que finalement, ça, c'est des facteurs qui, pour la décompression, sont pas non plus, qui sont pas très recommandés, quoi. C'est des facteurs de risque importants. Donc quelque part, la plongée en recycleur, si on prend en compte ces paramètres, on pourrait penser que c'est moins risqué en termes de décompression. Alors ok, c'est peut-être moins risqué en termes de décompression, mais il y a d'autres problèmes en recycleur. Donc c'est pareil, il faut pas être trop catégorique, je pense, quand on parle de ce genre de choses. Alors en pratique, qu'est-ce que ça donne tout ça sous l'eau quand on planifie les plongées? Donc là, c'est juste un coup d'œil rapide pour permettre aux techistes de voir un peu quelles sont les pratiques qu'on a pu définir avec la COMEX, mais ce n'est pas les seules pratiques. Après, il y en a plein d'autres qui se font. C'est juste que sur ces plongées-là, nous, on est parti du principe que c'était une source plutôt fiable. Donc, on a essayé de travailler avec eux pour arriver à définir des bonnes pratiques, mais c'est juste parce qu'on n'avait rien d'autre sur quoi s'appuyer, quoi. Mais au final, ce qui en ressort, c'est que déjà, quand on a une plongée avec un engagement qui est assez faible ou en tout cas modéré, on peut se permettre d'utiliser des gaz avec de l'azote. Dès que la plongée commence à être un peu plus sévère, on élimine l'azote, en tout cas en grande partie, et on prend des trimix qui sont très riches en hélium. D'accord ? Et à partir de là, au niveau de la profondeur, c'est pareil. La profondeur, ce n'est pas le seul paramètre. Mais si jamais on doit rester 1 heure au fond, on ne va pas forcément prendre un mélange avec de l'azote, et on prendra plutôt un mélange riche en hélium. Donc ça, comme je vous l'ai dit, ça vient de la COMEX, qui travaillait au départ sur la saturation. Donc le problème, ça a été comment adapter des protocoles qui ont été faits quand même pas mal pour des plongeurs professionnels, pour de la plongée loisir. Et par quoi ça s'est traduit? Parce qu'ils ont sorti des tables au départ. Donc quand Bernard Gardette nous avait donné des tables, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait en fait essayé à partir de ces tables de retrouver les ground factors qui correspondaient. Donc ça, je vous le laisserai. Mais ce qui en ressort, c'est qu'on a des ground factors qui vont être plus ou moins recommandés, en tout cas qu'on utilise pour différents types de plongées, et qui correspondent à peu près à ça. Donc plus la décompression est longue, et vous voyez que plus le réglage de l'ordinateur, on va dire, plus le conservatisme est important. Alors, est-ce que ça nous permet finalement de gérer tous les risques et tous les paramètres? Ça marche bien, mais comme je vous le disais, ce n'est pas parfait parce qu'il y a plein de facteurs de risque qu'on ne prend pas en compte. On va dire que c'est fait pour un peu monsieur tout le monde, mais il y a plein de choses qui ne sont pas prises en compte dans ces modèles. Donc les facteurs de risque, il y a plusieurs types de facteurs de risque. Des facteurs de risque comportementaux, donc ça vous les connaissez. Donc la profondeur, le temps de plongée, etc. Ça se décide, ça se planifie. Après, l'utilisation des protocoles et les mélanges, mais aussi les remontées rapides. Le fait de sortir la veille, d'aller faire un tour au bar et de rentrer un peu tard avec quelques grammes, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé pour la plongée, c'est quelque chose qu'on peut essayer d'éviter. Tous les facteurs de risque comportementaux, c'est des facteurs sur lesquels on peut jouer. La déshydratation, ça c'est un facteur qui est connu depuis très longtemps et qui est primordial. On sait que quand on est déshydraté, le risque d'accident augmente énormément. Alors je vais vous donner une petite anecdote. Au laboratoire, moi quand j'ai commencé à aller là-bas, il y a un thésard un jour qui a trop dilué un produit. C'était un antioxydant qu'on donnait à des rats. Et les rats se sont retrouvés hyperhydratés. Le protocole de plongée qu'on utilisait au départ, il provoquait 70% d'accidents. Juste du fait de l'hyperhydratation. On pensait que c'était l'antioxydant. Après, on a réessayé. En fait, l'antioxydant n'avait aucun effet. Mais juste du fait de l'hyperhydratation, on est passé à 12% d'accidents. Donc 70%, 12%, juste avec de l'eau. Donc finalement, on cherche souvent des choses assez compliquées. Mais s'il y a une chose sur laquelle il faut faire attention, voilà, c'est de ne pas trop picoler et trop abuser et d'essayer de se reposer un peu avant les plongées. Et puis boire de l'eau. Alors je sais que souvent on se dit, oui, mais si je bois de l'eau avant de plonger,
comment je vais faire dans ma combi pour tenir tout le temps? Bon, bah, on essaie de s'adapter. Ou on met une purge sur la combinaison, ou alors on prévoit de la laver à la fin. Mais en tout cas, c'est pas un risque à prendre d'aller plonger sans être bien hydraté. Alors après, ouais, Christophe. L'hydratation, c'est quoi? C'est 2 heures, 5 heures, 10 heures avant, ou c'est encore en continuité C'est plutôt quelques jours avant, la déshydratation en tout cas. Si tu es déshydraté, ça va durer plusieurs jours. Mais il faut déjà arriver en bonne condition et reposer, et sans avoir fait d'excès les jours précédents. Et après, boire régulièrement et surtout pas se priver, quoi. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on a tendance à boire beaucoup avant, à se forcer à boire. Il y en a énormément qui ramènent des camelbacks ou carrément des petites bouteilles d'eau pendant la plongée, du coup, qui vont boire au palier. Et après, pas hésiter à s'hydrater non plus en sortant de l'eau. Donc les facteurs de risque comportementaux, ça, on peut agir dessus. Après, il y a des facteurs de risque individuels mais non modifiables. Donc on a parlé de l'âge. Oui, on fait plus de bulles en vieillissant. Et le risque d'ADD, statistiquement, augmente. Donc ça, malheureusement, l'âge, on ne peut rien y changer. Mais c'est à prendre en compte. Quand on commence à être un peu plus âgé que lors de nos premières plongées, ok, peut-être qu'on a plus de moyens, plus de matériel, etc. Mais on peut peut-être plus faire les mêmes plongées et les mêmes bêtises qu'on se permettait à 20 ans. Bon, ça, malheureusement, on ne pourra rien y changer. Après, le sexe également. Les femmes font moins de bulles que les hommes, mais paradoxalement, elles semblent plus susceptibles à l'accident. Bon, alors ça, c'est pareil. Tout ça, c'est des choses qui ont été publiées, etc. Mais il faut quand même regarder la méthodologie et le nombre de données. Alors, ok, ça semble être le cas, mais ce n'est pas parce qu'on est une femme et qu'on n'est plus toute jeune qu'il faut se dire on va faire un accident non plus. Enfin, faut rester aussi raisonnable. Il n'y a pas de vérité là-dessus. Il y a des gens qui sont beaucoup plus, qui vont avoir beaucoup moins de risques pour l'accident de décompression que d'autres, quoi. Donc, mais on ne peut pas le savoir. Donc il faut, si vous avez toujours fait ce type de plongée et que vous sortez en forme, etc., n'arrêtez pas de plonger. Ça, c'est pas non plus un risque énorme. C'est juste qu'on a du mal à l'évaluer et qu'on sait que statistiquement, il est un peu plus important. Et après, les facteurs individuels qui sont modifiables, là, c'est l'entraînement. Paradoxalement, on sait que une VO2 max élevée correspond à un risque d'accident qui est moins important. Donc quand on est un plongeur entraîné, ça, on peut jouer dessus et on a moins de risque d'accident. Le FOP, le fameux FOP qui pendant des années a été source d'interdiction carrément de plongée, est un facteur de risque, mais ça ne veut pas dire forcément parce qu'on a un FOP qu'on va faire un accident de plongée, c'est pareil. Il y a des gens qui plongent avec des FOP sans le savoir, un tiers de la population quand même a un FOP, et qui n'ont jamais fait d'accident, alors que pourtant, si on les teste, je pense que là, il y a des médecins qui vont s'affoler en voyant ça, mais on ne le sait pas au départ. Et jusqu'ici, ils s'en sont toujours très bien sortis. Un tiers des plongeurs n'ont pas fait d'accident a priori, donc voilà. Et c'est pareil, après on a parlé de l'IMC, alors c'est plutôt la masse grasse, et ça c'est un paramètre à prendre en compte aussi. C'est juste compliqué à savoir. Alors maintenant au niveau des mécanismes, donc je sais que pendant longtemps on a parlé des bulles. On pensait que dès qu'on avait un niveau de bulle élevé, on avait un risque d'accident très élevé. Alors c'est vrai, le risque d'accident est corrélé au niveau de bulle. Plus on a de bulles, plus le risque d'accident est important. Quand il n'y a pas de bulles, il n'y a pas de risque d'accident. Ça c'est sûr. Mais est-ce que ce sont vraiment les bulles qui déclenchent l'accident? On va revenir un peu là-dessus. Donc qu'est-ce que ça touche, tout ça? Nous, ça nous intéresse en plongée loisir, mais en fait, ce n'est pas que les plongeurs. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce type de cas, mais les hyperbaristes, même au sec, sont sujets à l'accident de décompression. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a observé les premiers ADD, en tout cas chez l'homme. Et les astronautes et alpinistes qui sont sujets aussi à des variations de pression. Donc l'accident, il est dû à l'hyper ou à l'hypobarie, et vraiment en variation de pression ambiante. Alors maintenant, les bulles. Donc on a dit que plus l'engagement était important, plus le risque d'accident est important. Finalement, plus l'engagement est important et plus le niveau de bulle est important. Mais en fait, paradoxalement, le niveau de bulle est important, mais on évalue le risque d'accident avec un niveau de bulle élevé. En fait, on pense que, ce qui ressort, c'est que les bulles n'expliquent que 13% du risque d'accident. Donc les bulles, on a toujours pensé que c'était le paramètre déterminant. On sait que quand elles ne sont pas là, il n'y a pas d'accident. Ça, c'est sûr. Quand il y en a beaucoup, il y a un risque plus élevé. Mais un risque élevé d'accident, ça explique que 13% du risque d'ADD. Donc, ce n'est pas non plus un facteur. On va dire qu'il ne faut pas non plus s'arrêter à un niveau de bulle. Il y a des plongeurs qui font des bulles, mais qui ne feront pas forcément d'accident.
Alors, comment est-ce qu'on fait du coup pour savoir si ces plongeurs sont bulleurs ou pas, et comment est-ce qu'on peut adapter? Pour l'instant, on n'en sait rien. Et comme je vous l'ai dit, il y a cette variabilité inter-individuelle, mais en plus, il y a une variabilité intra-individuelle. Il y a des plongeurs qui habituellement ne font pas de bulles ou très peu, et qui un jour vont en faire plus que d'habitude. De là à expliquer pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Toujours est-il, au final, juste pour vous expliquer en gros ce qu'on sait, avant de vous dire ce qu'on ne sait pas, au final, on sait qu'au départ, on a des bulles qui ont un lien avec l'accident, et qu'entre tout ça, il y a éventuellement un lien avec l'activation plaquettaire. Les bulles pourraient jouer sur l'activation plaquettaire, qui elle-même pourrait participer au déclenchement de l'accident. Il pourrait y avoir un lien avec les espèces réactives à l'oxygène. Alors, en plongée, il y a une augmentation des espèces réactives à l'oxygène. Il y a des théories qui disent que les espèces réactives à l'oxygène participent à l'activation plaquettaire et donc favorisent l'accident. Il y a aussi en plongée, on observe une dysfonction vasculaire. Alors, est-ce que la dysfonction vasculaire est liée aux bulles? Ce n'est pas tout à fait clair. Par contre, on sait que la dysfonction vasculaire est quand même liée à l'accident. D'accord? Mais de là à avoir une évaluation du risque précise, on n'a pas vraiment assez de données. Et au final, ce qui ressort vraiment, c'est que l'accident, surtout les accidents neurologiques, c'est beaucoup d'inflammation. Par contre, quel est le lien entre l'activation plaquettaire, la dysfonction vasculaire, les espèces réactives à l'oxygène, les bulles et l'inflammation? Tout ça, finalement, c'est pas si clair que ça. Donc il y a des publis et des papiers qui sortent, mais on commence juste à avoir des moyens de comprendre un peu plus finement les mécanismes. Au départ, on arrivait à faire des liens. On savait qu'il y avait un lien de causalité, mais de là à expliquer plus, c'était un peu compliqué. Donc on va parler d'espèces réactives à l'oxygène. Vous avez sûrement beaucoup entendu parler de stress oxydant. Alors qu'est-ce qu'elle provoque ces espèces réactives à l'oxygène? En fait, ce sont des radicaux libres, donc c'est toutes ces molécules que vous voyez là, qui vont pouvoir attaquer les cellules, notamment les membranes biologiques. Est-ce qu'on peut parler paradoxalement de stress oxydant? Alors non, parce que dans l'organisme, même si on a une augmentation de ces espèces réactives à l'oxygène, on a des mécanismes antioxydants, et cette augmentation, en fait, est quand même régulée. Donc on ne peut pas non plus parler de stress oxydant. Vous allez lire beaucoup que le stress oxydant, effectivement, c'est dangereux pour l'organisme, mais nous, on reste en plongée dans des doses qui restent régulées par l'organisme. Après, au niveau de l'action des bulles sur les parois vasculaires, ce qui est sûr, c'est que les vaisseaux, donc il y a plusieurs couches. Il y a ici la couche la plus interne, c'est ce qu'on appelle l'endothélium. Pendant des années, on a pensé que l'endothélium était la partie du vaisseau qui était vraiment lésée par les bulles et que c'était elle qui expliquait la dysfonction vasculaire. Alors récemment, on s'est rendu compte que finalement, ce n'est pas forcément l'endothélium qui est atteint, mais que ça pourrait être, et que ça semble être, une fatigue, ou en tout cas une atteinte des cellules musculaires lisses qui sont juste en fait au-dessus de l'endothélium, qui englobent l'endothélium. Donc voilà, ça c'est pareil, il y a des effets vasculaires, mais on ne les comprend pas bien. Donc vous allez me dire finalement qu'on ne comprend pas grand-chose. Oui, on sait juste à peu près gérer correctement une décompression avec un risque qui existe, qui est assez faible, mais qui existe. Et la réaction plaquettaire, c'est pareil. On sait que les bulles pourraient avoir un rôle dans la réaction plaquettaire, les espèces réactives à l'oxygène aussi, mais de là à vraiment être sûr et à trouver un moyen de prévenir tout ça, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Comme je l'ai dit, la seule chose dont on est vraiment sûr, c'est qu'on ne sait pas comment exactement les mécanismes inflammatoires vont être initiés, mais par contre, on sait qu'ils sont liés avec tout ça, et on sait que c'est l'inflammation qui joue un rôle prépondérant dans les accidents de décompression, notamment les accidents médulaires. Apparemment, de ce que j'ai pu lire et entendre des médecins hyperbares, ça serait en fait l'inflammation, on caractérise ça par, on dit douleur, rougeur et gonflement. Et c'est vrai que ce serait le gonflement du tissu inflammé qui bloquerait le retour veineux au niveau de la moelle épinière et du coup qui provoquerait en fait les lésions médulaires qu'on observe. La dysfonction vasculaire, on va parler un petit peu. Alors comment est-ce qu'on la mesure? Ça, c'est une mesure qui est assez simple à faire. On a parlé des mesures qui n'étaient pas forcément... déjà, on n'avait pas beaucoup de données, mais il y a quelques mesures qu'on peut faire sans aller forcément ouvrir un plongeur ou chercher à voir ce qui se passe à l'intérieur. Des mesures qu'on appelle non invasives, donc juste avec une sonde qu'on place à la surface de la peau ou par échographie, ce genre de choses. Et quand on bloque la circulation, par exemple, et qu'on la relâche au niveau des gros vaisseaux, on observe
Donc, suite au blocage de la circulation, on va observer une vasodilatation. Et quand on mesure le pourcentage de vasodilatation, en fait, ça, c'est un marqueur, quelque part, du bon fonctionnement des vaisseaux. Donc, cette dysfonction vasculaire, on est capable de mesurer, en fait, une perte de capacité contractile des vaisseaux ou une capacité de vasodilatation de nos vaisseaux. Donc, ça, on sait le faire. Ça, c'est une première mesure qu'on pourrait coupler avec les bulles, du coup. On sait qu'il y a une dysfonction vasculaire, mais de là à savoir quel est le lien avec l'accident, on sait qu'il y aurait un lien de causalité. Mais est-ce qu'on pourrait utiliser la dysfonction vasculaire comme marqueur de l'accident? Pour l'instant, on a des pistes, il semblerait que ça puisse être intéressant, mais on ne le sait pas encore, c'est en cours. C'est une mesure qui pourrait être intéressante. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce type de mesure-là? Parce que comme je vous l'ai dit, s'il n'y a pas de bulle, il n'y a pas d'accident. Donc elles sont quand même déterminantes. Mais comme il y a une forte variabilité inter- et intra-individuelle, ce qu'on essaye de faire, au final, c'est de coupler les mesures de bulles avec d'autres paramètres qui sont facilement accessibles. Donc sans forcément aller faire une prise de sang, parce que si je devais venir vous voir à la fin de la plongée en vous demandant de bien vouloir donner un peu de sang à chaque fois, voilà, je pense qu'à la fin, vous allez tout faire pour ne pas vous retrouver sur le même bateau que moi, quoi. Donc l'idée, c'est d'arriver quand même à essayer d'avoir des mesures, en tout cas les chercheurs qui travaillent là-dessus, essayent de réfléchir à des mesures qui soient le moins invasives possible et le plus facilement, en tout cas, qui puissent être répétées facilement aussi et qui puissent être reproduites par n'importe qui. Parce qu'il y a un gros problème sur les mesures, c'est que si elles sont ce qu'on appelle opérateurs dépendantes, ça veut dire que moi, demain, je commence une série de mesures et je vais être le seul à pouvoir les faire parce que la façon dont moi j'aborde les mesures va influer en tout cas sur le résultat. Donc ça, c'est des mesures qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre dans le cas si on essaie de mettre en place une base de données assez importante. Ce n'est pas une mesure qu'on pourra utiliser. Donc il y a des choses qui sont en train d'être mises en place pour essayer d'avoir des mesures assez automatisées et pour que les plongeurs puissent eux-mêmes faire ces mesures en sortant de l'eau. On a parlé des mesures de bulles. La mesure de bulles, très concrètement, ça c'est une mesure qui est opérateur dépendante. Si la personne qui compte les bulles n'est pas la même à chaque fois, du coup le compte des bulles va être différent d'un opérateur à l'autre. Donc il y a une entreprise, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle BF System, qui travaille depuis quelques années sur la mise en place d'un appareil de mesure de bulles qui voulait être utilisable par n'importe quel plongeur. Alors, je ne sais pas où ils en sont exactement, je les ai vus il n'y a pas longtemps, mais ils devraient le sortir sous peu, donc peut-être que vous en entendrez parler. C'est un appareil qui au lieu de prendre une mesure cardiaque, va permettre au plongeur de prendre directement une mesure en fait, au niveau d'un vaisseau juste sous la clavicule. D'accord ? Donc tout le monde peut positionner la sonde et la mesure de bulle est automatique. L'appareil prend la mesure, vous l'envoyez directement à BF System et la mesure est traitée chez eux. C'est par un processus automatisé, quoi. Donc là, ça permet à tout le monde de prendre une mesure de bulle directement en sortant de l'eau sans avoir à déplacer un opérateur. C'était l'idée du DAN quand ils ont mis au point leur base de données. Quand ils ont couplé des mesures de bulle, ils avaient mis des appareils à disposition des plongeurs. Donc les scientifiques ne se déplaçaient pas à chaque fois pour faire les mesures, mais c'était les plongeurs eux-mêmes en sortant de l'eau qui prenaient leurs mesures. Donc si on arrive à avoir des outils un peu comme ça qui soient utilisables par le plus grand nombre, alors peut-être qu'on commencera à avoir suffisamment de données pour avancer sur la question. Et au final, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Avec ces données, on va chercher à toutes les agréger, à prendre tout un tas de paramètres aussi sur les plongeurs qui pourraient parfois vous paraître aberrants, mais qui au final se révéleront peut-être intéressants. Donc un tas de paramètres, déjà le profil, le temps, la profondeur, mais également l'âge, le sexe de la personne, l'IMC, le pourcentage de masse grasse, mesurer l'hydratation de la personne avant la plongée et après la plongée si c'est possible, le type de protocole utilisé, etc. Mais toujours est-il que ce qu'il faut, savoir le plus grand nombre de données possible pour pouvoir avoir un résultat statistique. Donc l'idée pour nous actuellement, voilà, c'est de travailler un peu là-dessus. Donc s'il y a des plongeurs tech qui sont intéressés, ou des plongeurs loisirs, d'ailleurs vous avez Dan qui fait déjà ses mesures sur les plongeurs loisirs, mais pour participer à ce genre d'études, n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées ou à m'envoyer un mail. Je pourrais vous inclure avec plaisir dans les mesures qu'on est en train de mettre en place. Ça prend un peu de temps, parce que pour mettre en place une base de données avec des données médicales, en gros, c'est plusieurs mois de dossier. Et derrière, il faut faire valider ça par... il y a la CNIL qui doit valider, il y a des comités de protection des personnes, etc. etc. Donc ça va prendre un peu de temps. Mais toujours est-il que c'est un outil qu'il est intéressant de développer. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur votre risque
d'accident, ça sera avec plaisir. Après, ça, c'est des mesures, on va dire, qui sont plutôt des mesures physiologiques. Et la question que certains se sont posées, à côté de la physiologie, est-ce qu'il y a une prédisposition génétique à l'accident ou pas forcément? Certaines personnes, en fait, la plupart des accidents, on a vu que les personnes respectaient leur protocole, n'avaient même pas de palier. Moi, quand j'ai été amené à aller aux caissons voir des accidentés, tous ceux que j'ai vus, en fait, avaient respecté leur protocole déjà, et certains, enfin, un certain nombre même, n'avaient pas du tout de palier. Donc, est-ce qu'il y a une prédisposition génétique, finalement, ou un risque accru en fonction du patrimoine génétique? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a des études qui ont été faites sur des plongeurs-pêcheurs vietnamiens. Donc, je ne sais pas si vous avez pu voir ça. C'était les médecins militaires, hein, du coup, qui étaient allés voir ça. Ils étaient allés essayer de leur apprendre un peu les protocoles de décompression. Parce que ce sont des plongeurs qui plongeaient déjà avec un compresseur à l'arrière du bateau, donc avec un tuyau qui descendait sous l'eau, ils n'avaient même pas de détendeur. Ils respiraient directement dessus. Et il se trouve que ces plongeurs arrivaient à faire parfois 30 minutes à 60 mètres à l'air, sans jamais observer de protocole de décompression. Ils ne savaient même pas ce que c'était de toute façon. Et dans l'eau, il y en a un certain nombre. Alors il y a eu beaucoup d'accidents, mais finalement ceux qui ont fait des accidents ont arrêté de plonger. Et il y en a un certain nombre qui n'ont jamais eu d'accident, ou très peu en tout cas sortis fatigués, pas forcément très bien, et qui n'ont jamais eu de séquelles très prononcées, à part une fatigue extrême parfois en sortant, ou ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ça, à chaque fois, ce sont des petits villages, et d'une génération à l'autre, finalement, ce sont toujours les mêmes familles qui ont fait ce genre de plongée sans trop de problèmes. Donc, est-ce qu'il y a en lien avec la génétique, est-ce qu'il y a un risque en tout cas plus prononcé en fonction du fond génétique? Il semblerait que oui. Et est-ce qu'il existe au niveau génétique, est-ce qu'on peut montrer après des différences hommes-femmes? Ça aussi, c'est un paramètre à étudier, parce que si les femmes font plus d'accidents, est-ce que c'est lié vraiment à la génétique, ou est-ce que c'est lié, on va dire, à quelque chose qui soit vraiment hormonal ou je ne sais quoi? Donc comment est-ce qu'on a voulu étudier ça? En fait, il y a un autre thésard dans le labo qui a commencé ça il y a 2 ans, qui a commencé à mettre au point une souche de rats en fait, qu'on a voulu rendre résistante à l'accident. Donc on a pris des rats, tout ce qui est le plus classique, des rats qu'on appelle des rats Wistar, et on les a fait plonger donc dans un petit caisson pour les rats. Et on a pris, en fait, c'est par simple sélection et croisement, on a pris ceux qui s'en sortaient indemnes, qui n'avaient aucun symptôme, et ils se sont reproduits, et d'une génération sur l'autre, comme ça, on a essayé d'observer le pourcentage d'accidents avec toujours le même protocole. Donc le protocole qui, au départ, dont je vous parlais tout à l'heure, qui provoque 70% d'accidents chez les rats. Et au final, la question, c'est est-ce qu'on va être capable, à partir de ça, de mettre à jour des déterminants géniques, et surtout, est-ce que ces résultats vont être extrapolables vers l'homme? Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la génétique? La génétique, on va essayer juste pour recadrer un peu. Vous connaissez tous vos gènes, vous savez à peu près ce que c'est. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'au départ, on pensait qu'on avait notre ADN, donc qui est le support des gènes. On avait les ARN, qui sont, on va dire, l'information qui va être utilisée pour la partie fonctionnelle qui est la protéine. Et on pensait qu'il y avait un gène, un ARN, une protéine. Et on s'est rendu compte, ces dernières années, que c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'au final, on a à peu près 25 000 gènes, 200 000 ARN et 400 000 protéines. Donc il y a une grosse variabilité dans l'expression de ces gènes. Et ça, c'est un gène qui va donner toutes ces protéines. Et la question, c'est comment, en fait, on en arrive à cette variabilité-là. Et c'est tout ce qu'il y a autour, parce que l'ADN, il y a une partie qui est codante, qui code pour des gènes, et il y a tout ce qu'on appelait l'ADN poubelle il y a quelques années, et qui au final sert à plein de choses, et notamment à cette variabilité. Donc ce qui est intéressant à étudier aussi, c'est toute cette variabilité et tous les mécanismes qui amènent à ça. Donc en ce moment, on s'intéresse pas mal à ce qu'on appelle les micro-ARN, qui vont jouer aussi beaucoup sur la variabilité d'expression, et après il y a des différences d'épisage, etc. Et ça se traduit comment? Donc les biologistes connaissent, mais c'est tout ce qu'on appelle en fait les omics. C'est comment passer d'un gène à du coup de l'ARN et une protéine et étudier tous ces niveaux d'expression. D'accord? Donc ce qu'on fait aussi là-dessus, c'est qu'on travaille sur la partie génétique pure avec le gène et voir s'il n'y a pas un gène responsable, ou en tout cas qui serait plus favorable à l'accident que d'autres, ou un allèle de ce gène, et voir aussi la façon dont il s'exprime. Derrière, le problème, c'est comment lier donc, le génotype au phénotype du plongeur qui s'en sortira
sans jamais faire d'accident. Et est-ce qu'on peut associer du coup ces paramètres toujours à ce qu'on observe au niveau physiologique? Parce que l'intérêt derrière, c'est comment faire le lien entre le gène et la physio. D'accord? Donc entre la dysfonction vasculaire, etc. Pour essayer de comprendre un peu plus aussi comment se passent ces mécanismes et qu'est-ce qui déclenche l'accident. Donc ça nous permettrait aussi du coup d'identifier les facteurs qui sont le plus à risque. Et à partir de là, s'il y a des conservatismes à adapter, le faire aussi en fonction du profil de la personne. Et éventuellement, du coup, à terme, pour les entreprises qui travaillent sur la détection de bulles, lier les algorithmes à une mesure de bulle en cours de plongée, puisqu'on a dit que s'il n'y avait pas de bulles, ou très peu, le risque d'accident était plus faible. Donc, l'idée, finalement, à terme, c'est d'arriver déjà à adapter les protocoles, mais aussi à les valider, parce que tous les protocoles qu'on utilise, comme on l'a dit, c'est que de la statistique. Et en termes de physiologie, on n'a pas de validation. Donc, on a une double approche quand on veut valider un protocole. C'est les stats, et maintenant, on essaie de définir des marqueurs biologiques. Donc, on essaye du coup d'avoir des protocoles un peu standards, et on essaye aussi de diffuser les protocoles qui ont été qui sont plus ou moins éprouvés. Donc, la COMEX, ils ont réussi à aller jusqu'à 701 mètres en caisson, 535, je crois, en mer. Et les protocoles que nous on utilise, on commence à avoir une base de données assez importante. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous, mais on a compté là à peu près 300 plongées avec un temps fond d'une trentaine de minutes à 100 mètres, ou l'équivalent, donc des DTR qui sont à 4h, 4h30 de durée totale de remontée, sans incident pour le moment. Donc a priori, leur protocole qu'on a adapté, finalement, il ne fonctionne pas si mal que ça, en tout cas jusqu'à présent. Donc c'est aussi de se servir de cette base-là pour arriver à le faire. Et puis au final, éventuellement, l'intégrer dans les algorithmes de décompression. Alors tout ça, ça a mené à quoi? Je vous parlais un peu au début de ce que je faisais. Ça a débouché du coup sur ma thèse. Moi, je travaille sur les déterminants de la résistance à l'accident de décompression. Donc j'ai une souche murine sélectionnée, la fameuse souche de rat dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, moi, mon boulot dans les prochaines années, ça va être de définir les caractéristiques de cette souche de rat, surtout au niveau génétique et aussi au niveau physiologique avec l'autre étudiant qui actuellement travaille dessus. Donc voilà, après on essaye d'avancer sur le sujet. Si vous avez pu voir ce livre, je vous montrerai pour ceux qui sont intéressés à la fin. Ça, c'est la synthèse du projet FIPOD, donc, qui s'est fini il y a 2 ans maintenant, qui était le projet donc, européen qui était dirigé à Brest, qui comprenait pas mal de la Baule, je ferai la liste tout à l'heure. Ça, c'était publié, alors c'est qu'en anglais, malheureusement. Je sais que ça pose des problèmes à certains. Mais c'est pas vulgarisé, mais en tout cas c'est simplifié, c'est pas sous forme d'article scientifique. Donc c'est à peu près compréhensible par tout le monde. En tout cas, on arrive à le lire sans avoir toute la partie assez rébarbative des matériels et méthodes, etc. Et du coup, ça servait aussi pour financer les différentes expériences. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas. Vous allez le trouver un peu partout. Je pense que si vous allez au sein de la plongée, Dan le distribue, vous le trouvez sur Internet, etc. Alors au niveau de nos petits rats maintenant, pour en revenir aux résultats concrets, là je vous présente simplement les résultats sur les 3 premières générations. Là on a la génération 6 qui va plonger bientôt. Mais en gros sur les premières générations, ici vous avez les mâles et ici vous avez les femelles. Donc génération 1, une en bleu, ici donc, en rouge la génération 2 et en jaune la génération 3. Alors si vous regardez bien, chez les femelles, en fait, dès la 2e génération, on est passé de pas loin de 70% d'accidents à une trentaine de pourcents. Donc on a diminué de moitié le risque d'accident dès la 2e génération chez les femelles. Après, là, ici, j'ai pas mis... en fait, il y a une différence qui est significative aussi entre la génération 2 et la génération 3. Mais le risque d'accident, globalement, a diminué de moitié chez les femelles dès la 2e génération. Chez les mâles, si vous regardez bien, l'effet a été un peu retardé. En fait, chez les mâles, on a eu une diminution pareille de moitié du nombre d'accidents entre la génération 2 et la génération 3. Alors, ça, pour les non-biologistes, en gros, ça laisse supposer un lien avec le chromosome X. Ça laisse supposer que le gène responsable de ce changement-là, il est porté par le chromosome X. Donc les femmes ont 2 chromosomes X, contrairement aux hommes qui n'en ont qu'un. Donc forcément, elles ont une diminution plus précoce du nombre d'accidents. Enfin, les femelles en tout cas. Ami. Il y a combien de rats par génération et est-ce que tu les fais plonger tous à la même période, à la même... Ouais. Alors ils plongent tous à 11 semaines exactement.
Et on a combien de rats par génération? En fait, on a dû calculer en fonction, pour éviter la consanguinité, etc. Même si à la fin, pour stabiliser la souche, on va devoir un peu croiser tout ça. Mais en gros, on a 135 rats plongeurs à peu près par génération. Par génération et en doublant les deux sexes? On garde à peu près la même chose parce qu'après, on fait des couples, donc on garde le même nombre. Et derrière, on sélectionne des couples en fonction de la consanguinité, etc. Pour limiter la consanguinité au maximum jusqu'à la fin des manips, quoi. Là, en gros, ce qu'on va faire, je pense que normalement, bientôt, si tout se passe bien, on devrait diminuer encore. Enfin, on devrait augmenter la pression de sélection pour essayer de diminuer le nombre d'accidents de décompression sur le protocole de départ. Mais on n'a pas encore les résultats. La génération 6 n'a pas encore plongé. La génération 4, il y a eu un problème avec le caisson, donc elle n'avait pas plongé. Et à la génération 5, du coup, comme on n'avait pas croisé la souche, on a un nombre d'accidents qui était revenu un peu en arrière. Donc on devrait revenir vraiment sur la génération 6 à ce que je vous ai présenté là. Votre protocole, vous faites un test sur l'oxygénation avant de plonger, après? Alors là, c'est vraiment une partie génétique. Sur les rats, c'est compliqué. On va plutôt mesurer l'oxygénation ou les échanges gazeux sur l'homme. Là, on pense à utiliser des recycleurs et à mettre des capteurs dedans pour mesurer vraiment les échanges gazeux, quoi. Mais sur le rat, ça va être compliqué d'aller mesurer en pratique les échanges gazeux. Ouais, mais le problème, c'est que ces enceintes-là, elles ne supporteront pas la pression. Donc, en tout cas, on n'a pas d'enceinte. Ah oui, oui, bah. Ouais. Ou alors je crois qu'Anne a fait des choses dans les enceintes chaudes, on prend l'exercice avant. Oui, il y a des préconditionnements, des choses comme ça. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie génétique et d'identifier, on va dire, un gène ou une famille de gènes, quoi. Donc, on ne se pose pas forcément ce genre de questions. Après, quand on aura la souche qui sera au point, on va caractériser la souche. Donc là, on va s'intéresser à ça. Mais on va la caractériser au niveau mitochondrial, donc au niveau de la chaîne respiratoire et on va dire de la régulation du stress oxydant et l'augmentation de l'espèce réactive à l'oxygène. On va la caractériser au niveau vasculaire, etc. quoi. Donc on va avoir une approche assez large. Je vais venir là-dessus, mais en gros, c'était l'idée. D'autres questions là? Alors, sur les travaux qu'on a menés, donc je dis qu'on cherchait à aller du gène à son expression. Et son expression finale, c'est la protéine. Donc on a aussi, du coup, essayé d'étudier un peu ce qui se passe au niveau des protéines en cas d'accident. Et alors, chose assez intéressante, ça a été publié cette année. Donc Jackie Autry-Douagou, qui est ici, l'auteur de cet article, c'est le thésard qui met au point la souche de rat. Au départ, il avait aussi mené une expérience de protéomique. Et en fait, ils ont pris des rats plongeurs non accidentés, des rats plongeurs accidentés, et ils ont regardé un peu l'expression de leurs protéines. Et alors, globalement, il y avait des protéines qui étaient surexprimées, ce genre de choses, qui sont des protéines qui étaient plutôt liées à la régulation du stress oxydant et des espèces réactives à l'oxygène. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que finalement, il y a une protéine qui disparaît quasiment, en fait, en cas d'accident de décompression, chez le rat en tout cas. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ça a été fait là, ce que vous voyez là, ça c'est une deuxième étude qui a été faite chez l'homme pas longtemps après. Et en fait, ils ont observé à peu près la même chose, avec une diminution. Alors là, c'était des plongeurs à saturation, il n'y avait pas d'accident, mais ils observaient quand même une diminution de l'expression de cette protéine. Pas une disparition ici, mais une diminution dans le cas présent. Et cette protéine, donc, c'est la transthyrétine, la TTR. Elle est impliquée dans le métabolisme thyroïdien, mais en fait, ce qui nous a intéressé particulièrement, c'est qu'elle est aussi impliquée dans le mécanisme inflammatoire. Donc on ne sait pas exactement comment elle agit, mais ça corrobore un peu, du coup, les résultats et on va dire les hypothèses précédentes avec le lien de l'inflammation, entre l'inflammation et l'accident de décompression en tout cas. Alors pourquoi est-ce qu'on mène cette étude? Déjà parce que c'est vrai que c'est un modèle animal avec une souche qui est unique, il n'y avait jamais eu d'études vraiment sur la génétique. Au niveau de la transposition à l'homme, ça nous permettra peut-être, parce qu'il y a une forte homologie en fait, de séquence entre les gènes de l'animal, quand on prend un modèle d'étude, et les gènes humains. Donc il y a quand même, on va dire, un grand nombre de chances qu'on arrive à retrouver l'équivalent de ce gène chez l'homme. Ce n'est pas dit, mais en tout cas c'est probable. Donc on pourra peut-être débuter le transfert et en tout cas transposer ces résultats à l'homme. Donc pour nous en termes de publication, ce n'est pas négligeable parce que comme il n'y a pas d'études, c'est des choses qui peuvent sortir assez rapidement. Et l'objectif,
pour moi, ça va être de poursuivre la sélection pour voir s'il n'y a pas d'autre chose derrière et caractériser la lignée divergente. Alors, là, je vais aller rapidement là-dessus parce que ça va intéresser surtout les biologistes, les autres un peu moins. Comment est-ce qu'on compte faire tout ça? Donc, augmenter la pression de sélection. Et comme je vous l'ai dit, on va caractériser au niveau physiologique cette souche de rat, donc au niveau des mécanismes soupçonnés d'être impliqués dans l'accident, au niveau de l'activation plaquettaire, des marqueurs d'inflammation, de la dysfonction vasculaire, du stress oxydant. Et à côté de ça, on va caractériser au niveau génétique, donc au niveau moléculaire, la lignée divergente, avec déjà d'une part une approche sur l'expression des gènes, mais l'expression globale des gènes, et une approche du coup sur les variantes du gène incriminé, en tout cas qu'on soupçonne de jouer un rôle dans l'accident. Si on arrive du coup à déterminer un ou des gènes candidats, ce qu'on va faire derrière, c'est voir un peu leur fonction, essayer de voir si on arrive à savoir à quoi servent ces gènes exactement. Donc en principe, on commence à avoir pas mal de résultats là-dessus. À voir comment s'expriment ces gènes dans les différentes conditions, et du coup les conséquences de ces différentes conditions sur les voies de finalisation et donc les mécanismes impliqués sur l'accident. Après, dans une deuxième partie, ce qu'on va essayer de faire, c'est valider ces gènes candidats après chez le plongeur. Donc, on va faire l'étude prospective, donc celle dont je vous ai parlé, en étudiant un grand nombre de plongeurs, en essayant de les suivre sur la durée. Mais on pourrait aussi faire une approche en fait plutôt sur des plongeurs accidentés, parce que c'est compliqué de suivre des plongeurs et d'attendre qu'ils fassent un accident. Par contre, ce qui est sûr, c'est que malheureusement, il y a des plongeurs qui font des accidents. Il y en a assez régulièrement. Tous les ans, il y en a un certain nombre qui arrivent dans les différents centres hyperbares de France. Et ces plongeurs-là, une fois qu'ils sont au caisson, on peut parfaitement, au caisson, on leur prélève du sang. Donc on peut parfaitement derrière faire un génotypage pour voir si on retrouve chez ces personnes-là, si on a une correspondance avec les résultats qu'on aura eu chez l'animal. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas tout seul à travailler là-dessus. Donc il y a le labo à Brest. Après, c'était dans le cadre d'un projet européen, donc il y a tout un réseau qui a été mis en place. Donc il y a des plateformes de génomique, il y a des militaires aussi. Donc à Toulon, vous avez au niveau de l'hôpital d'instruction des armées le caisson de Toulon avec des médecins qui travaillent beaucoup là-dessus, et également une équipe de recherche, donc l'ERSO, qui est spécialisée là-dedans, mais aussi du coup des labos à l'étranger, avec notamment la Norvège, la Croatie, beaucoup la Belgique, des entreprises comme Mares qui a participé sur le dernier projet et qui devrait faire partie du suivant. Et également après d'autres labos qui sont plus spécialisés sur la partie ingénierie et modélisation, notamment c'est le cas de l'Angleterre avec l'Imperial College. Donc c'est pas quelque chose, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui demande des compétences assez variées. Donc c'est pas déjà au niveau de la fac, il faut arriver à trouver des personnes qui travaillent sur différents sujets, mais au-delà de ça, au niveau des labos, il faut que les labos collaborent parfois à plusieurs pour arriver à avoir des résultats assez concluant. Donc au final, vers quoi on essaye d'aller? Finalement, on essaye d'avoir une approche, donc comme indiquent les protocoles, on ne pourra peut-être pas les améliorer au niveau statistique et au niveau général, mais ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est si on arrive à définir un facteur de risque qui soit individuel en fonction de la génétique, notamment, mais aussi de tout ce qu'on va pouvoir mesurer à côté au niveau des bulles, etc., on pourra adapter derrière les protocoles. Donc essayer d'avoir une approche personnaliser la décompression. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, pour éventuellement participer à l'étude et voir un peu ce qu'on pourra faire et poursuivre les résultats, je vais vous laisser mes coordonnées. Et puis si vous avez envie que je vous fasse suivre de la doc, etc., bon, c'est de l'anglais, parfois c'est pas toujours très marrant à lire, mais c'est pareil, je peux vous envoyer tout ça. D'accord? Et si vous voulez, je vous laisserai la présentation. Je vous ai mis une petite biblio derrière, pour ceux qui veulent essayer de voir un peu plus avec différents articles que j'ai pu citer tout au long de l'exposé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, il paraît que je suis encore là quelques temps pour vous répondre.